Chers amis, chers camarades, m'a été confiée, comme vous le savez, la lourde tâche de résumer les travaux d'hier, de la première journée de notre université d'été. Une tâche difficile qui ne peut viser à l'exhaustivité, d'autant que je dois être bref. Alors d'abord l'euro. Nos trois invités de la première table ronde d'hier, transformer l'euro pour sortir la nasse économique, ont dressé un tableau convergent sur la monnaie unique. Une monnaie mal conçue, inadaptée à l'hétérogénéité des systèmes économiques des pays qui composent la zone euro. L'euro était par sa construction même un système d'aggravation des divergences. Ce qui est présenté généralement comme une crise de la dette publique est plus profondément, nous a dit Jean-Luc Gréau, une crise de la compétitivité de l'Europe du Sud et de la France par rapport à l'Allemagne. L'euro ne nous a pas protégés en 2008 de la crise américaine et au contraire, l'ampleur de la récession a été très forte dans la zone, allant jusqu'à une dépression économique au Portugal et en Grèce. Philippe Murer, quant à lui, a critiqué vertement les politiques d'austérité. Jérôme Guedj sera sans doute d'accord avec ce point de vue. Politiques d'austérité qui, loin de soigner le mal supposé, la dette, ne font que l'aggraver en cassant les ressorts de la croissance. Un cercle vicieux est ainsi mis en place, où la destruction de l'État social en Europe du Sud se révèle vain, si ce n'est contre-productif sur le plan du redressement économique. Qu'adviendra-t-il à la fin du cycle économique mondial quand la croissance se retournera ? Car Philippe Murer nous a prévenu que l'Europe était aujourd'hui en quasi-récession alors que le monde était en croissance. Alors pour paraphraser Jean-Pierre Chevènement, on peut estimer, en tout cas il est à craindre, que nous sauterons alors dans le noir. Murer a également détaillé les résultats de son étude sur les scénarios de dissolution de l'euro, coproduite avec Jacques Sapir. En résumé, la dissolution de l'euro profitera d'abord massivement à l'Europe du Sud et à la France, particulièrement dans le cas d'une dissolution contrôlée de l'euro. Le retour d'une certaine inflation en Europe du Sud nécessiterait de la part des gouvernements nationaux un pilotage macroéconomique fin. Yves Le Hénaff, enfin, a confirmé la justesse des grandes lignes de l'étude en évoquant le choc de compétitivité que procurait une dévaluation pour la France et l'Europe du Sud. Il a également noté la dynamique fondamentale de l'euro, qui est d'aggraver les inégalités sociales et les inégalités entre les nations, notant avec brio que la hausse des rémunérations actuellement à l'œuvre outre-Rhin depuis quelques mois était en elle-même un exemple de cette divergence. Les Allemands étaient déjà les mieux payés, ils le seront davantage, tandis que les pays d'Europe du Sud étaient entrés dans un mécanisme de déflation salariale. Alors une première table ronde qui, je le concède, était certes assez technique, mais qui a cherché à aller jusqu'au fond du problème, du moins autant qu'il était possible de le faire en 1h30. La seconde table ronde, l'Alliance des productifs pour redresser l'industrie française, a vu s'exprimer des points de vue plus divers. Jean-Michel Quatrepoint a d'abord appelé à rassembler les Français autour d'un grand objectif de redressement économique, comme De Gaulle avait pu le faire au début des années 60. Fiscalité, innovation, prise de risque, priorité au travail et à l'industrie, telles sont quelques-unes des idées de Quatrepoint qui a également encouragé la France à rentrer le plein pied dans ce qu'il appelle l'économie. Et vous pourrez lire sur le site internet du MRC l'intégralité de son intervention. Guillaume Duval est revenu de son côté sur les raisons de la réussite économique allemande, dont il a en partie relativisé l'ampleur et dont il a surtout contesté les origines. En substance, ce ne sont pas les réformes de déréglementation du marché du travail impulsées par Schröder, les lois Hartz, qui sont l'explication de la robustesse économique de l'industrie allemande, mais d'abord la spécialisation industrielle de l'Allemagne sur les machines-outils, qui en font le fournisseur évidemment privilégié des pays émergents, et ce qu'il appelle la codétermination entre le patronat et le syndicat, qui, dans une certaine mesure, moralise le capitalisme allemand. Christian Hutin, de son côté, est revenu sur son expérience parlementaire avec la mission d'enquête sur l'avenir de la sidérurgie, revenant sur l'erreur de la vente de Péchinet et notant la très grande convergence de vues des parlementaires sur la question, qu'ils soient de droite ou de gauche. Une anecdote que Christian a donnée hier semble résumer correctement le fonctionnement de l'Union européenne. Il prenait l'exemple d'une industrie électro-intensive, hésitant entre plusieurs localisations pour ses investissements, qui se serait ainsi vu proposer par les autorités locales canadiennes la construction d'un barrage, et en France, un rendez-vous à Bruxelles. Bref, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. La troisième table ronde, sortir la France de la dépression, a été marquée par un consensus des participants sur le diagnostic. Pour Éric Dupin, la France est plongée depuis longtemps dans ce qu'il appelle une dépression nationale. Une souffrance sociale polymorphe s'exprime spontanément chez les Français, pour peu qu'on les écoute, dit-il. Dupin parle d'une insécurité psychique, mentale des Français face à la modernité, et parle de déliaison sociale. Il note que le Front National, avec son cocktail d'antilibéralisme économique et d'antilibéralisme culturel, se retrouve de facto seul à proposer une telle offre politique aux Français, qui sont, on peut le dire, en proie au doute par rapport au progrès avec un grand P et à toutes ses déclinaisons économiques ou médiatiques. Jérôme Sainte-Marie a de son côté noté que la défiance verticale entre le peuple et les élites se double d'une défiance horizontale, entre semblables, comme il a dit.
La thématique du déclin progresse fortement à droite, et Gaël Brussier a, lui, pointé également cette domination de l'idée de déclin dans le débat politique. Il a mis en garde contre les conséquences électorales de l'importante mobilisation contre le mariage pour tous. Pour Sami Naïr, enfin, depuis le référendum sur le traité de Maastricht, c'est l'abandon de l'État et de la nation qui sera explicatif de cette situation de déprime nationale. Enfin, 4 ateliers sur l'éducation, les retraites, la réforme territoriale et l'énergie ont été l'occasion de débats entre militants dont je n'ai pas le temps ici de faire état. Alors ce matin, après la brillante intervention de Manuel Valls hier, place au débat politique où s'exprimera une certaine diversité de points de vue. Jérôme Guedj, d'abord député PS, animateur du courant Maintenant la gauche au Parti socialiste, avec Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel, si je ne m'abuse. Marc Dolé, député du Nord, membre du Front de gauche. Et enfin Jean-Pierre Chevènement, notre président d'honneur, sénateur du territoire de Belfort. Le débat s'intitule, je vous le rappelle, « Redresser la France par la voie républicaine ». Il sera animé par la députée Marie-Françoise Bechtel, qui est juste devant. Ce sera, je n'en doute pas, l'occasion pour Jean-Pierre d'exposer les grandes lignes de son nouveau livre, 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, avec un point d'interrogation, qui sortira en octobre et dont je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il fera l'événement. Voilà, donc je laisse la place au débat. Merci.